Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr. Aujourd'hui, un test plutôt attendu, le test du Samsung Galaxy S7 Edge, le successeur du S6 Edge, et on en reparlera, ça va être intéressant tout ça. Je commence par le S7 Edge, je vais avoir du mal, parce que je viens de le recevoir. Bien sûr, le S7 sera testé. Ce test-là, pour information, ça va être la version longue. Je fais pas attention à la durée, et après, je ferai une version plus courte. Pour ceux qui trouvent que cette vidéo-là est trop longue, regardez sur la chaîne, il doit y en avoir une plus courte. Ce test vous permettra aussi d'avoir un premier avis sur le S7 dans les grandes lignes. Par contre, il y aura des subtilités qu'il faudra identifier dans le test vraiment purement du S7 et pas juste du Edge ici. Et exceptionnellement pour ce test, je vais vous demander un truc. Vous savez que c'est une vidéo longue, vous savez que le test devrait vous intéresser. Est-ce que ça vous dit de mettre un petit like dès maintenant et on verra combien on peut avoir de likes et voir, essayer de faire en sorte que YouTube mette un peu en avant cette vidéo, ce serait vraiment cool. Bon allez, c'est parti. On va commencer par la boîte du S7 Edge. On a un petit peu de lecture et également un petit outil qui permet d'accéder au tiroir. On a le chargeur ici, c'est un chargeur Quick Charge. On a ici un câble USB micro USB, c'est pas du type C, hein, on est encore en micro USB classique. Là, on a un petit adaptateur qui va vous permettre plusieurs choses. Tout simplement, déjà de transférer des données d'un smartphone à l'autre en passant par le câble USB micro USB. Ce petit adaptateur permet également de recharger le terminal qui n'est pas de ce côté-là, qui est à l'autre bout du câble. On va parler un peu des specs. Le S7 Edge, c'est un terminal avec un écran de 5.5 pouces Super AMOLED en 1440 par 2560. Ça lui fait 534 ppi. On a un terminal, je ne l'ai pas dit, mais vous en doutez, qui tourne sur Android. Android dans sa version 6.0 Marshmallow, avec bien sûr une surcouche qui est la surcouche de Samsung qui s'appelle TouchWiz. En Europe, ou du moins en France, après je ne connais pas les subtilités de marché, mais en gros, chez nous on a le Exynos, on a le chipset Exynos maison. C'est le 8890, c'est de l'octa-core, on est en quad-core 2,6 et quad-core 1,6, voilà. De l'autre côté, ailleurs, dans les autres marchés, vous avez un Snapdragon 820. Bon, voilà, ça changera pas grand chose pour vous au final. On est en deux versions de mémoire, 32 ou 64 Go, possibilité de mettre une micro SD, c'est quelque chose que Samsung nous rend, entre guillemets. Et vous pouvez monter jusqu'à 200 Go, 4 Go de RAM, 12 mégapixels au niveau de la PN, stabilisation optique, flash LED, enregistrement en vidéo 4K, caméra frontale de 5 mégapixels, une batterie de 3600 mAh, chargement sans fil via Qi et PMA. Fast charging à 60% à peu près en 30 minutes via le chargeur, avec le chargeur adapté qui est fourni. Il est IP68, résistant à l'eau et à la poussière, 1,50 m d'immersion pendant 30 minutes. Le S7 Edge c'est un terminal qui coûte tout de même 799 €, en tout cas il a été annoncé à ce tarif et c'est à ce tarif là que vous le trouverez dès sa sortie. Bien sûr, il baissera avec le temps, vous aurez des offres opérateurs, etc. Je vous invite à regarder. Pour information, je vous ai mis un lien dans la description, juste par là, par ici peut-être, pour l'acheter sur Amazon si vous avez envie. En plus, ça nous file un coup de main. Alors à la lecture de ces specs, il y a deux éléments qui ressortent, qui sont assez intéressants. Il y a d'un, le retour de la micro SD, et de deux, le retour de la certification IP. Alors pour rappel, avec le S6, on avait perdu deux choses. On avait perdu la possibilité de mettre une micro SD, et on avait perdu la certification IP 67 du S5. Là, on est en IP 68, ça changera pas grand-chose, ce sera un poil mieux. Mais en gros, voilà, c'est des bons éléments qu'on met en avant. D'ailleurs, vous verrez en conclusion, j'en parlerai à nouveau. Mais il faut comprendre quand même que Samsung nous a enlevé des fonctions, nous a enlevé des éléments et nous les rend d'une certaine façon là. Donc, merci Samsung, mais j'aurais préféré que tu ne nous les enlèves pas à la base. Voilà, cela étant dit, c'est quand même deux éléments qui sont plutôt sympathiques. Parlons du design qui est quand même un point important, notamment sur ces derniers terminaux Samsung haut de gamme qui sont assez chiadés. Depuis qu'on a mis de côté le plastique pour passer à l'aluminium et au verre, on a quand même quelque chose de sympathique. Et là, ici, force est de constater qu'on a quelque chose de vraiment bien parce que, si vous voulez, c'est assez simple, mais ce S7 Edge ici est comme le S7, hein, vous le verrez dans le test du S7, mais il reprend la base posée par le S6 et le S6 Edge, qui était déjà bonne. Il y a des éléments d'amélioration, on va en parler, mais pour rappel, en gros, c'est quoi? Ici, on a un mix entre de l'aluminium tout autour, voilà, que vous voyez là, avec du Gorilla Glass de chaque côté, donc des couches en verre, et c'est un ensemble qui est vraiment harmonieux. En plus de ça, cette version Edge, elle a un avantage quand même, c'est que justement, l'aspect Edge, les bords incurvés, avec un écran qui est réellement incurvé, hein, pour ceux qui n'ont toujours pas compris ça,
c'est esthétiquement réussi. Alors on en reparlera un peu après, mais esthétiquement c'est vraiment sympathique, comme vous pouvez le constater. Les traces de doigts sont toujours présentes. Je vais parler des couleurs. Là j'ai la version noire, on va l'appeler la version noire. Il y a également une version blanche et une version or. Cette année Samsung a décidé d'aller sur quelque chose de plus sobre. L'année dernière on avait une sorte de bleu et un peu bizarre avec effet miroir assez fou. Vert également, et j'ai trouvé que c'était trop, et à mon avis Samsung n'en a pas vendu trop, donc ils se sont dit bon bah on va peut-être pas les proposer cette année, vous avez quelque chose de plus sobre. Donc 3 couleurs uniquement. Alors le S7 Edge par rapport au, on va dire au S6 Edge, il y a deux particularités. La première qui est importante de noter, c'est plus quelque chose de marché par rapport à la gamme, c'est que ce Edge là dispose d'un écran de 5.5 pouces, alors que le S6 Edge disposait d'un écran de 5.1, et ensuite on a eu le S6 Edge Plus qui était plus grand en 5.7. En fait ici Samsung nous propose quelque chose qui est entre les deux. Je ne sais pas s'il y aura un S7 Edge Plus, je ne pense pas d'ailleurs, mais on a quelque chose de plus grand, alors que le S7 est en 5.1. Si vous voulez un smartphone plus compact, ce sera plus sur le S7, mais ici on est en 5.5 pouces. Donc là c'est le premier élément, distinction par rapport aux précédentes versions. Ensuite on a des bordures ici, des tranches qui sont un tout petit peu plus arrondies. On a également un rebord ici, alors je vais essayer de vous montrer ça. Une courbe légère, voilà, vous la voyez ici, c'est légèrement courbé, comme si cet aspect Edge en fait est continué de l'autre côté, mais en moins fort, en moins marqué. Il y a autre chose aussi, alors Samsung en a beaucoup parlé, c'est pas les traces de doigts, non, c'est l'appareil photo qui ne ressort quasiment plus. Je vais vous montrer ça d'un peu plus près, voilà. Il ne ressort quasiment plus, ce qui va faire en fait que quand vous posez par exemple l'appareil sur une table et que vous le manipulez, et ben il n'y a pas d'élément de bascule, enfin d'effet de bascule. Quand on appuie là un petit peu, hein, mais voilà, il faut vraiment aller très haut, et ça c'est plutôt bien. Un truc à noter quand même, c'est que à mon sens, peut-être qu'il y a eu de l'optimisation, mais ce S7 Edge, il fait 7,7 mm d'épaisseur. Le S6 Edge faisait plutôt 7. Donc en fait, si vous voulez, oui, ça ressort moins, mais en même temps, le produit est plus épais. Donc, c'est pas grave en soi l'épaisseur, mais c'est juste, voilà, ils le mettent en avant comme si c'était un gros plus, qu'ils avaient optimisé. Ça se trouve, en fait, ils ont rien fait, ils ont juste rendu le terminal plus épais et basta. Donc, je sais pas quoi vous dire par rapport à ça. Dans tous les cas, voilà, c'est un appareil qui a un poil plus épais, mais ça se sent pas. C'est un terminal qui est un petit peu lourd également, 157 grammes. Ça se ressent pas trop en main. On a quand même le sentiment d'avoir quelque chose de costaud, bien sûr. Mais c'est pas dramatique. Alors, on va s'attarder un peu sur tous les éléments autour et ensuite on va parler ergonomie. À l'avant, vous avez une lettre de notification qui est cachée juste à gauche. Vous la verrez pas là. C'est pas dramatique. J'ai une photo sur le test écrit sur Test Mobile qui la montre. On a des capteurs ici. Sortie audio juste là. La caméra frontale juste ici. Ensuite, de ce côté-là, paf, on va avoir plus le scanner d'empreinte digitale. Je vais vous faire une petite démo bien sûr plus tard. Touche retour à droite, multitâche à gauche, c'est à peu près tout, c'est des touches sensibles. Ça, c'est un bouton mécanique, hein. Vous pouvez bien sûr appuyer dessus, c'est classique Samsung ça. À droite, on a une touche on-off verrouillée et déverrouillée. Sur le haut, on a un second, on va dire, micro, parce que le principal, on va dire que c'est celui du bas, et un tiroir qui permet d'accéder à tout ce qui est nano SIM et micro SD. Sur la gauche, on a les boutons de gestion du volume. À l'arrière, des traces de doigts, bien entendu, ça vous pourrez pas y échapper. Et en plus de ça, l'appareil photo, juste ici, j'essaie de vous montrer ça, voilà, l'appareil photo, flash LED, cardio-fréquence-mètre à l'arrière, et pas de haut-parleur de ce côté-là, puisque le haut-parleur se situe en dessous, juste à côté du port micro USB, non type C, hein, c'est pas du type C, le micro principal. Et le jack 3.5, alors il y a quelque chose que vous aurez peut-être remarqué, pour ceux qui se rappellent, mais en haut du S6, on avait, S6 Edge aussi, on avait une LED, une diode infrarouge. Alors elle a disparu, je ne sais pas pourquoi. Je pense que Samsung a décrété que personne n'utilisait les diodes infrarouges pour l'utiliser en tant que télécommande. Je trouvais ça pratique. C'est dommage de l'avoir perdu, mais est-ce qu'il y avait vraiment du monde qui l'utilisait? Moi j'ai fait un petit sondage pendant un de mes lives et les gens ont majoritairement dit on s'en fout en fait, on l'a jamais vraiment utilisé, donc je sais pas. Mais c'est vrai que c'était une fonction pratique et peut-être que vous faites partie des gens qui l'utilisent et vous serez probablement déçus parce que vous ne pourrez plus utiliser ce smartphone pour faire ça.
Bon, au global, sans surprise, pour le design, pour moi, c'est une réussite, c'est quelque chose de très bien. C'est même mieux que la précédente version pour plein de raisons que je viens de citer. C'est un très très bel appareil qui respire la solidité. Quand on le tient en main, on sent vraiment qu'on a un appareil premium. Et en même temps, il vaut 800 €, donc c'est, on va dire, heureusement. Alors, je vais passer du coup à l'ergonomie. Bon, c'est un 5.5 pouces. Encore une fois, si vous voulez un terminal Samsung haut de gamme qui tienne mieux en main, il faudra plus aller du côté du S7 ou éventuellement, pourquoi pas, du S6 Edge qui est plus petit. Cela étant dit, pour un 5.5, il est pas trop large. J'ai trouvé ça intéressant. Je vais le comparer à mon 5.5 du quotidien qui est le Mate S. Et si je le mets à côté, vous verrez que mon Mate S en fait est un peu plus large. Alors, vous le voyez peut-être, ouais, si vous le voyez dépasser un peu sur le côté. En termes de hauteur, c'est à peu près la même chose. Ça, c'est l'épaisseur pour ceux qui sont intéressés. Voilà, ça ressemble à ça. Honnêtement, les quelques millimètres de largeur, ça joue pas mal. Et on les voit un peu ici quand je les mets l'un à côté de l'autre comme ça. C'est aussi occasionné tout simplement par le fait que, comme l'écran est incurvé des deux côtés, les quelques petits millimètres, alors c'est pas grand chose, mais quand même, les quelques petits millimètres qu'on aurait dû avoir sur les côtés là, si l'écran avait été complètement plein, c'est le volume de l'intérieur qui est occupé. Je sais pas si je suis clair, je pense que vous comprenez quand même ce que je veux dire. Et ça fait qu'il est un poil moins large pour un 5.5. Mais, et on reviendra là-dessus par rapport à l'écran, vous avez un 5.5 qui offre pas exactement la même surface d'affichage qu'un 5.5. Mais là encore, c'est des subtilités que je préfère mentionner parce que j'aime bien être complet pendant la vidéo longue. Mais ça reste un détail. Alors, pour continuer sur l'ergonomie, c'est un appareil qui tient bien en main. Pourquoi? Bah regardez, hein, le verre à l'arrière, ça accroche un peu les doigts. J'ai lu un test qui disait qu'il avait tendance à glisser. Alors peut-être le S7, parce qu'il n'y a pas le Edge et peut-être ça aide pas. Mais en tout cas, moi je trouve que enfin, sur cette version Edge, ça passe très très bien. Donc ça, c'est pas un problème. Il est plus confortable à prendre en main, je trouve, que les précédentes versions, pour une raison simple, c'est que, comme je vous disais, les côtés sont un peu arrondis. Et c'est vrai que sur le S6 Edge, je trouvais que c'était pas agressif, mais c'était pas très très agréable. L'aspect plus pointu, entre guillemets, sur les côtés ici, là, c'est beaucoup plus confortable. C'est pas incroyable, encore une fois. Mais c'est des petits détails qui s'ajoutent l'un à côté de l'autre. Les touches sont bien placées sur les côtés, donc là par exemple on-off, verrouiller, déverrouiller, assez facile pour un droitier. La touche là, ça va également. Si vous êtes gaucher, bon, regardez, vous avez les deux doigts qui tombent bien. Alors après, pour le scanner d'empreinte digitale, c'est pas toujours pratique, hein. Je sais pas, d'aller le chercher jusqu'à là. Moi je sais que sur mon Mate S, il est à l'arrière, c'est vrai que le doigt tombe directement dessus. C'est pas pour rien aussi que par exemple LG faisait des boutons à l'arrière. Alors on les a toujours, mais de moins en moins. Bref, on reviendra là-dessus lors du test du G5. Mais voilà, la touche du bas, c'est pas toujours pratique pour accéder au scanner d'empreinte digitale de cette façon-là. Finalement, niveau ergonomie, on est sur quelque chose de bien pour un 5.5. Le seul point, moi, que j'ai envie de mentionner et qui est plutôt négatif, et c'est, vous allez voir, il y a pas mal d'éléments dans ce test qui vont ressembler à ce que j'ai pu critiquer sur le S6 Edge et aussi sur le S6 Edge Plus. C'est justement les bords incurvés qui vont éventuellement gêner l'ergonomie. Voilà, vous vous sentirez peut-être pas concerné, mais en toute franchise, à chaque fois, moi, que j'appuie sur des éléments qui sont dans les coins, je peux vous montrer des exemples. Je pense Twitter, il y a moyen d'avoir des flèches, voilà, ou je sais pas, quand vous appuyez genre ici, qu'est-ce qui peut se passer quand j'appuie là, voilà. Eh bien, en fait, c'est pas très confortable. C'est un détail, mais à chaque fois que vous allez appuyer sur un élément qui est dans un coin, eh bien vous allez avoir le doigt qui va être à moitié sur ce relief, sur cette petite courbure, et qui, je sais pas, mais je trouve ça pas confortable. Il y a même des fois où quand vous appuyez, ben comme c'est à moitié dessus, à moitié pas dessus, ben ça va pas forcément bien marcher. Et c'est encore une fois, c'est des petites subtilités. Mais ça m'agace en fait, ça a tendance à m'agacer, ce qui fait que concrètement, moi, cet aspect Edge, il me plaît pas des masses. On le voit aussi par exemple en saisie de texte. Je vais vous montrer ça. Ou là, par exemple, dans des éléments d'interface où il y a une flèche qui est ici. Bah, la flèche, si vous regardez bien, la flèche, elle est en plein milieu. Voilà, vous voyez là, c'est un peu compliqué de vous montrer, mais en fait, là où il y a le reflet, là, vous voyez au niveau de la flèche, pile là, ça veut dire qu'il y a
la bombure, là, le côté incurvé. Et c'est exactement là-dessus que vous allez appuyer en permanence. Bref, et c'est la même chose pour le clavier. Donc là, par exemple, je vais taper du texte. Et quand je me retrouve sur les côtés, par exemple sur les M, les P, le A, le Q, et bien pareil, je vais être à moitié sur la courbure. C'est pile juste, mais on touche quand même cette zone parce que nos doigts ils font pas genre la taille de la touche quoi. Donc voilà, c'est des détails, mais moi ça me dérange. Personnellement ça me dérange, je trouve pas ça confortable. En plus de ça, comme je vous disais, il y a des moments où vous allez pas bien appuyer dessus. Il y a un autre truc que je voulais vous montrer aussi, je le fais glisser, mais par exemple là j'ai un jeu où je l'ai ressenti particulièrement et du coup bah c'est le bon moment d'en parler. Hein. De toute façon on a le temps. Donc là c'est Alto's Adventure. C'est un jeu où en fait les obstacles ils vont arriver par là. Ok. Donc idéalement il faudrait que j'ai mon doigt le plus bas possible sur l'écran ou à gauche, mais j'ai pas envie de le mettre à gauche parce que c'est pas un réflexe, je suis droitier donc j'ai tendance à le mettre à droite et en plus de ça j'ai pas envie d'avoir le doigt qui cache le personnage. Et donc naturellement pour pas avoir le doigt sur la courbure parce que c'est pas confortable, eh bien je vais préférer le mettre ici et en fait ça va cacher vers la destination du personnage. C'est un détail honnêtement, mais naturellement je me suis retrouvé dans cette situation où pour utiliser pour jouer correctement à ce jeu là, eh bien j'avais besoin de déranger un petit peu la position de mon doigt et là par exemple pour appuyer sur terminer la course, eh bien de temps en temps je me loupe parce que j'appuie sur le côté bombé. Bref, là je pense que vous avez compris le message. Voilà, ça fait partie des éléments que je reproche à ce terminal. C'est niveau ergonomie, cette courbure, elle me plaît pas du tout. Parce que je trouve pas ça pratique du tout. J'ai conscience que ça fait partie du design et que c'est comme ça. Mais et en plus, vous avez la proposition double. Hein, vous avez le S7 à côté. Donc si ça vous concerne aussi, vous n'êtes pas obligé de le prendre. Bien sûr, vous pouvez basculer plutôt sur un S7 si vous pensez que ça peut vous gêner. Au niveau de l'écran, on est en 5.5 pouces Super AMOLED, on a une forte densité de pixels puisqu'on a une définition qui est élevée, 1440 par 2560, ça lui fait 534 ppi, donc ça, premier élément, vous en doutez bien, voilà, vous voyez pas les pixels, c'est chouette, il n'y a pas de souci. Bon, ça c'est le premier truc. Maintenant, moi j'ai trouvé que pour un AMOLED, et je peux vous montrer des images, mais à la caméra, bah, c'est pas très très intéressant. Voilà. Bon, on va s'arrêter sur... Oh, ok, d'accord. On va s'arrêter là-dessus temporairement, mais en gros, moi, ce que j'ai constaté, c'est que les blancs étaient plutôt bons, c'est-à-dire qu'ils tiraient pas spécialement vers le jaune ou vers autre chose d'ailleurs. C'est rarement le cas d'ailleurs sur de l'AMOLED, souvent ça tire un peu chaleureux. Surtout chez Motorola, mais parfois un peu chez Samsung, et là, c'est pas le cas, ce qui est vraiment une bonne chose. Les couleurs sont vives, mais sans excès. Là, pour information, je suis dans le mode d'affichage qui s'appelle adaptatif. C'est un mode qui est conseillé, honnêtement c'est celui par défaut. Après vous pourrez changer ça dans les paramètres et on va faire un tour complet des paramètres, vous le verrez. Les noirs sont profonds de toute façon, on est sur de la AMOLED, les pixels noirs c'est des pixels qui sont éteints, vous le savez, je le dis à chaque fois. Le multitouch marche très très bien, il n'y a pas de souci particulier par rapport à ça. Bon maintenant, alors hop, encore un élément qui fâche, mais ça, je pense que vous en doutez. Ce côté Edge, encore une fois, et ça je l'ai dit dans mon test du S6 Edge, mais je le redis là parce que Samsung n'a pas trouvé apparemment de solution pour contrecarrer ça. De base, c'est un terminal qui a des angles de vue qui sont pas forcément incroyables. Ils sont bons, hein, attention, mais il y a quand même un petit changement de luminosité, ce genre de choses qui se passe. Un léger effet tache d'huile également, c'est subtil, mais suffisamment pour le mentionner. Et moi, ce que je vois, et je vais vous le montrer, je vais m'approcher dans un petit instant, c'est que sans surprise, en fait, cet aspect Edge, eh bien, il va créer une déformation de l'image. Donc là, par exemple, vous voyez Test Mobile, le côté gauche du site, là, juste là où il y a mon pouce, là, ici, c'est plus foncé. C'est pas dans le site, c'est pas comme ça dans le site, c'est cet aspect Edge. Je vais vous montrer un truc, si je fais comme ça, bah ça disparaît. Bah oui, parce que je me mets dans le bon sens. Donc il y a ça, ensuite il y a les reflets que vous voyez là il y a beaucoup de lumière autour de moi mais ça fait quand même plus de reflets puisque c'est incurvé ici. Voilà, ça c'est les deux premiers éléments, vous le verrez peut-être encore mieux, voilà, si je fais comme ça, de côté vous voyez là c'est plus clair, là c'est plus foncé, bon. Esthétiquement, moi c'est surtout de face, ça me dérange. Effectivement, je suis en train de visiter un site, et bien tout ce qui est sur les côtés, ça va être déformé légèrement, l'image est légèrement déformée également. Et c'est surtout, ça va être plus sombre, voilà.
Ça donne ça. Et encore une fois, je peux donner l'impression de chipoter, mais je pense que pour 800 €, on a le droit de chipoter. Et c'est vrai que si Samsung pouvait trouver une solution pour contrecarrer ce problème d'angle de vue, finalement, c'est un problème d'angle de vue. Hein. L'angle n'est plus le même parce que vous voyez, quand vous changez là, ça change. Bref, voilà, j'aimerais bien que Samsung trouve une solution à ça, parce que c'est assez dérangeant. Il y a un autre truc aussi, c'est sur la version blanche du S6. L'année dernière, il y avait des fuites de lumière. Alors moi, ce que je vais demander, là je l'ai pas, donc je vous le demande à vous. Si vous avez un S7 et S7 Edge blanc, dites-moi s'il y a des fuites de lumière. La meilleure façon de le tester, c'est vous mettez la luminosité à fond, vous mettez dans le noir, vous couvrez l'écran d'une façon ou d'une autre et vous regardez si au niveau des touches en bas notamment, eh bien il y a des fuites au niveau des zones ici, juste en bas, et vous me laissez un petit commentaire pour me dire ça. Pour finir sur l'écran, il y a juste un truc dont j'ai déjà un peu parlé, hein, mais je vous avais dit que j'en parlerai un tout petit peu plus. Mais c'est que logiquement, en fait, comme c'est un 5.5 de bord à bord, hein, en diagonale, et que c'est incurvé, ça fait que la surface finalement que vous allez utiliser, donc moi j'enlève toutes ces zones-là hein, sur les côtés, parce que vous n'allez pas utiliser ces zones-là, visuellement même comme elles sont un peu, vous avez vu, hein, mais comme visuellement elles sont un peu déformées, vous avez tendance à les oublier naturellement. Donc à mon sens, si vous voulez, l'espace réel de la diagonale réelle sur ce smartphone, ça va aller de là où j'ai mon doigt, là, à peu près là, à peu près ici, en enlevant les deux edges des deux côtés, quoi. Donc finalement, c'est un 5.5, mais vous avez un peu moins d'espace que vous allez réellement visuellement utiliser, et même en termes d'utilisation, je veux dire, quand vous zoomez un peu, si vous mettez du texte sur le côté, vous n'allez pas le lire, voilà, c'est ce genre de petits détails. Encore une fois, je chipote, mais je suis là pour ça en fait. Alors, côté certification IP68, j'ai pu le tester. Je le ferai pas en direct là parce que ça sert à rien, ça va me faire perdre du temps de le mouiller plus qu'autre chose. Et j'illustrerai rien en fait finalement. Je vous mettrai peut-être une photo, mais allez voir sur testmobile.fr, il y a une photo, vous le verrez sous l'eau. Voilà, j'ai testé, oui ça fonctionne, il fonctionne sous l'eau, il n'y a pas de problème. Quand je dis fonctionne sous l'eau, attention, comme tous les écrans capacitifs, sous l'eau, vous pouvez plus l'utiliser. C'est tout à fait normal, attention. C'est normal de ne pas pouvoir utiliser son écran sous l'eau. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il sèche assez vite et c'est vrai que vous récupérez l'utilisation de l'écran rapidement. De l'eau rentre par le haut-parleur, c'est normal. Après, donc le son est un petit peu gêné. C'est-à-dire que si vous écoutez du son par le haut-parleur directement après l'avoir mis dans l'eau, ce qui va se passer, c'est que le son sera un peu étouffé, ça va grésiller un petit peu. Donc soit vous attendez qu'il sèche, soit vous soufflez dedans. J'ai peur que souffler dedans ne soit pas exactement la meilleure des idées. Normalement, ça devrait pas gêner. Si de l'eau peut rentrer, c'est pas en soufflant dedans que vous allez pousser le... Mais bon, je ne sais pas. Moi, vous pouvez le prendre dans la main et l'agiter un petit peu pour faire sortir l'eau. Et le son est récupéré, la qualité est récupérée. Donc c'est pas mal. Moi, je sais que sur la gamme Xperia, les terminaux certifiés IP, quand on les met sous l'eau, parfois on met un peu de temps à récupérer la qualité de son haut-parleur. Là, ici, ça va assez vite. Donc voilà, c'est à peu près tout. Hein. Honnêtement, niveau certification IP, comme je disais, 1m50, 30 minutes. Je ne l'ai pas testé, je l'ai mis sous l'eau juste quelques instants. Ça marche bien, il n'y a pas de problème. Donc ça, c'est top. Ça va vous permettre éventuellement d'avoir un peu moins peur si vous faites la vaisselle et que vous avez le smartphone à côté. Après, voilà, vous pourrez aller dans une piscine avec le smartphone. Mais pour moi, c'est pas à recommander. C'est-à-dire que oui, vous pourrez filmer sous l'eau. Oui, c'est possible. Mais est-ce que ça veut dire qu'il faut que vous le fassiez? Moi je dirais non, parce qu'on sait jamais ce qui peut se passer, honnêtement. Et par contre, l'eau salée, vous oubliez s'il vous plaît. De toute façon, si vous regardez la notice du produit, quand vous l'achetez, vous verrez, il y aura un truc garanti avec écrit ne pas mettre dans tel matériau, etc. Enfin bref, dans tel type de liquide, enfin bon, voilà. Et puis certification contre la poussière, ça évite normalement qu'il y ait de la poussière qui s'infiltre et qui se retrouve par exemple derrière l'écran, ce genre de choses. Bon, si on passait aux fonctionnalités, on va passer au gros du test, même si ça fait déjà 30 minutes que j'enregistre, je vous avais dit ce serait un test long. On se retrouve sur l'accueil. Alors on est sous Marshmallow, TouchWiz, vous savez ce que c'est le nom de la surcouche de Samsung. Il y a pas mal de nouveautés, il y a des trucs qui sont bien, des trucs qui servent à rien. Ce qui est pas mal aussi, c'est que vous pouvez désactiver pas mal de choses. On va faire un tour sur l'accueil, ensuite ça va être un peu en vrac, mais vous allez voir, je vais essayer de m'organiser quand même un minimum pour rien oublier.
Donc l'accueil classique, icône, widget, honnêtement, ça vaut pas franchement la peine de s'attarder beaucoup trop là-dessus. Vous pouvez organiser vos écrans de cette façon-là, widget, vous avez des thèmes, on regardera ça tout à l'heure, vous inquiétez pas, fond d'écran. Un truc qui est intéressant, c'est là vous avez cette fenêtre-là, cette page de gauche qui s'appelle Update, que vous pouvez désactiver. Et je commence par la possibilité de le désactiver parce qu'en fait, qu'est-ce que c'est? C'est une page qui est... ça a été fait en fait en... Vous vous rappelez avant, c'était Flipboard qui était utilisé, qui faisait exactement la même chose. Et je pense que d'un point de vue... je m'avance, hein, mais je pense que d'un point de vue rémunération, ils ont trouvé un partenaire qui est meilleur, qui s'appelle Axel Springer. Et non, c'est Axel, mais c'est pas moi. Malheureusement peut-être, mais bon, il est mort il y a longtemps, donc bref. En fait c'est c'est un groupe média allemand avec lequel ils ont bossé pour pouvoir créer cette application, et ça ressemble à, ça ressemble à Flipboard sur le papier, c'est-à-dire que vous avez des actualités en tête vues par la rédaction, hein, triées, je sais pas comment. Et ensuite, après, derrière, vous avez vos news. Par exemple, là, j'ai sélectionné que j'aimais bien le sport. Donc voilà, j'ai des news sur Rennes. Et voilà. C'est juste ça. Honnêtement, il n'y a rien d'autre. C'est juste de l'actualité comme ça qui est poussée par là. Pour moi, c'est plus un business model de Samsung plus qu'une fonctionnalité pour les gens. Parce que si vous voulez vraiment avoir de l'actualité qui vous intéresse, vous téléchargerez vos propres applications pour faire ça, puisque là, vous ne pouvez pas mettre un flux RSS ou que ce soit, enfin, quoi que ce soit pour avoir les informations exactement d'un site internet en particulier. Donc voilà, tiroir des notifications, avec possibilité à deux doigts de baisser ce tiroir-là, mais avec juste les raccourcis. Donc concrètement, là, vous avez vos notifications, vous pouvez les effacer éventuellement de cette façon-là. Et ensuite, après, vous avez quoi? Vous avez Wi-Fi, GPS, économie d'énergie, mode hors ligne, ne pas déranger, hein, ça c'est depuis Marshmallow, lampe torche. Vous avez un mode privé également qui permet de, je vais vous montrer ça, mais qui vous permet tout simplement de cacher certains contenus quand vous l'activez. Si vous avez envie éventuellement de cacher des images, des messages. Vous avez Smart View pour se connecter à des appareils connectés sur votre réseau. Always on Display, je vais vous montrer ça, j'ai failli l'oublier d'ailleurs, donc ça c'est bien que ce soit là. Et le S-Finder qui permet, c'est une recherche unifiée sur le terminal. Vous recherchez ce que vous voulez, un contact, une application, etc. Voilà. L'Always on Display, c'est une des grosses nouveautés. Bon, ça c'est le multitâche, voilà. Et puis, ok, attendez. Je termine sur... Bon, non, l'affichage fractionné, on va regarder après. Ou si on regardait tout de suite plutôt. Je vous avais dit que ce serait décousu. Mais c'est des trucs, j'ai juste pas envie de les louper, et vous connaissez déjà a priori. Affichage fractionné, vous pouvez mettre l'application, une application en haut, une application en bas. Si vous avez envie, vous pouvez inverser l'ordre des deux. Vous pouvez également transférer des fichiers. Je vais changer juste... non, on va pas pouvoir faire ça. Alors attendez, on va annuler. On va le refaire. Vous allez voir. En fait, si vous faites ça, vous faites par exemple, vous mettez vos mails en haut. Allez, on va ouvrir un mail, ça va être top. Voilà, je veux pas ça pour l'instant, s'il te plaît. Merci. Oh, putain. Ok. Et on va mettre la galerie ici. Et bien, si je commence à faire ça, voilà, on va aller dans Screenshot. Je peux faire un transfert de fichiers comme ça. C'est le genre de truc. Ça fait des décennies quasiment qu'on l'a. Et je plaisante, bien sûr, ça fait quelques années, mais qu'on a cette fonction. C'est pour ça que je monte ça vite. Il y a d'ailleurs autre chose, vous pouvez, je sais pas si je vais réussir à le faire là, je crois que je l'ai désactivé, je vous montrerai ça un petit peu après. Alors l'Always On Display, c'est un truc que Samsung a montré cette année fièrement, il y a LG d'ailleurs qui l'a montré avec son G5, ils ont été tout fiers de nous montrer cette fonction qui permet tout simplement d'avoir une information qui va s'afficher sur l'écran en veille, en permanence. Quand l'écran est éteint, là je l'ai allumé en passant ma main au-dessus, voilà. Mais vous avez le calendrier, par exemple, c'est moi qui ai sélectionné ça. Effectivement, si je le survole terminal, et bien ça c'est une autre fonction à activer. Vous pouvez avoir l'écran qui s'allume et après vous pouvez le déverrouiller via empreinte digitale si vous le souhaitez ou ne pas avoir de sécurité. Alors ça c'est la première chose. On va aller voir dans les paramètres, ça va nous permettre de faire un tour vraiment complet sur toutes ces petites fonctionnalités. Je vais zapper un peu vite tout ça, Wi-Fi, Bluetooth, etc., etc., etc. À part ça, il y a juste le download booster qui peut être intéressant, c'est vous combiner du Wi-Fi, de la 3G ou de la 4G pour avoir un débit en fait plus élevé quand vous téléchargez des fichiers. Bien sûr, ça fait des frais supplémentaires, etc., etc. Vous avez ici le Smart Manager qui est un peu un gestionnaire de téléphone. C'est ce nom-là qu'on a par exemple chez Huawei.
Ça permet de surveiller à la fois l'autonomie, d'activer des modes d'économie d'énergie, de gérer le stockage rapidement, de voir à peu près combien il nous reste, etc. Supprimer les dossiers, les fichiers inutiles, notamment en cache, ce genre de choses. De surveiller également la RAM, de couper des processus si vous avez envie. Et aussi vous avez une notion de sécurité, donc avec Nox, qui permet de sécuriser le terminal. Voilà, c'est tout ça regroupé dans un dashboard. Vous pouvez même faire nettoyer tout si vous avez envie. Là, ça a tout fermé, ça a tout nettoyé, tout fermé. Je sais même pas si c'était une bonne idée de le faire, mais voilà, ça a fait ça. Donc ça, c'est pas mal. C'est pas mal. Ensuite, on a la gestion des applications, je vais pas aller voir. Son et vibrations, normalement, il n'y a pas grand-chose d'intéressant. Oui, bon, vous pouvez configurer des trucs. Alors, ne pas déranger, il est juste ici. Ça vous permet d'activer un mode pendant lequel vous n'aurez pas de notification, mais vous pouvez mettre des exceptions si vous le voulez. Et bien sûr, vous pouvez lui dire, par exemple, uniquement de 23h à 7h du mat. Vous voulez pas avoir de notification la nuit quand vous dormez, c'est ce genre de choses. Ensuite, ici, vous pouvez gérer la luminosité. Vous avez Smart Stay, qui est un mode qu'on a depuis le S3, qui permet tout simplement, je ne l'ai pas activé là, mais de garder l'écran allumé pendant que vous le regardez. Il va être capable de déterminer ça. Le Always On Display, il est configurable ici. Vous pouvez l'activer ou désactiver. Ça, c'est, je vais le répéter plusieurs fois, mais c'est un des trucs importants dans TouchWiz. C'est oui. TouchWiz, c'est lourd, ça fait à peu près 10 Go. Ouais. Mais toutes les fonctions qu'on vous propose, vous pouvez les désactiver. Alors quand vous les désactivez, ça enlève pas de la mémoire. Hein. Donc ça n'a pas vraiment de corrélation entre les deux. Mais vous pouvez désactiver les options qu'il y a si vous n'aimez pas. Et ça, c'est quand même cool. Alors j'ai demandé à activer le calendrier, mais je peux activer juste l'horloge. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. On est là pour ça. Tac, voilà. Vous pouvez également afficher une image. Honnêtement, ça sert à rien. Vraiment. Enfin, franchement, ça sert à rien du tout. Genre. Regardez. J'ai une belle image. C'est des sapins. Voilà. On s'en fout en fait. Donc ça, c'est bien. Le plus intéressant à mon sens, ça reste l'horloge, a priori, ou le calendrier. Et vous pouvez aussi définir une image d'arrière-plan. Alors attention, niveau consommation, a priori ça devrait être un poil supérieur puisque ça allume un peu plus de... ça allume un peu plus de pixels du coup. Vous voyez, ça fait une légère... c'est difficile de le voir là mais... Bon, vous voyez juste derrière là, il y a une toute petite image. C'est juste esthétique, mais ça doit consommer un peu plus. J'ai pas pu le mesurer parce que c'est quand même un petit peu technique là. Et pas très utile en plus. Mais voilà. Donc le Always On Display, là vous voyez ici, va afficher également les notifications, donc les appels en absence et les messages, mais pas plus, ça va s'arrêter là. Alors ce système-là, c'est bien, honnêtement j'aime bien, je suis content de le voir arriver sur smartphone, il n'y a aucun problème. Juste pour resituer le contexte, sachez que Nokia le fait depuis déjà quelques années, notamment sous Symbian, et d'ailleurs ça a commencé sous Symbian. Je crois que le premier smartphone sur lequel on l'a eu, c'était soit le 808, soit le N8. Vous me direz, je suis sûr que vous le saurez dans les commentaires. Mais en gros, vous aviez ça s'appelait Glance Screen. Enfin, ça s'appelle Glance Screen depuis que c'est sur Lumia. Avant, je ne me rappelle plus. C'est il y a trop longtemps. Mais bref, donc voilà, ça c'est bien. Mais je sais pas pourquoi, d'un coup, il y a LG et Samsung qui commencent à s'exciter sur l'Always On Display, qu'on a déjà depuis quelques années chez d'autres. Mais je vais vous dire que c'est pas plus mal. Ensuite, on a l'horloge de nuit. C'est un peu... la même chose que l'Always On Display, sauf qu'on l'avait déjà avant sur la série S6. Et surtout, c'était le S6 Edge et le S6 Edge Plus. Mais en gros, entre les bonnes heures, alors là, il est quelle heure? Il est 16h30, on va lui mettre 15h, comme ça sera bon. Voilà, vous allez très très difficilement pouvoir le voir, même a priori pas du tout. Alors bon, je vais pas m'embêter, essayer de vous montrer ça, mais en gros... juste là, vous le voyez peut-être, mais le focus est difficile puisque tout est noir. Je vais mettre mon doigt. Ouais, ça va être compliqué, mais en fait on s'en fout. Mais si vous voyez, en fait en gros très 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 subtilement, il y a écrit l'heure ici et la date et la batterie. Voilà, juste là. Voilà. Si vous plissez un peu les yeux, vous devriez le voir. Et ça permet en fait d'avoir, vous avez le smartphone sur votre table de chevet par exemple, et puis vous avez la possibilité de voir l'heure rapidement, les notifications, les appels en absence, ce genre de trucs. Ouais, voilà. Le mode d'écran, on en a déjà parlé, enfin on en a parlé rapidement, mais en gros là c'est en mode adaptatif, vous pouvez mettre un mode cinéma AMOLED, photo OLED ou basique, voilà, moi je vous conseille de laisser en adaptatif, ça marche bien. La LED, laisser l'écran éteint, c'est est-ce que quand il est dans un endroit sombre, vous voulez un peu optimiser encore plus les chances de pas
qui s'allume par mégarde. Alors je sais pas pourquoi, parce que normalement c'est un mode par défaut, mais vous pouvez l'activer. Et l'écran de veille, c'est un truc qu'on a depuis, je crois, KitKat, qui est assez inutile en fait. Donc voilà. Ensuite, écran latéral, donc c'est l'écran Edge. On a plusieurs fonctions qui sont liées à l'Edge, et je vais vous le montrer juste après les paramètres. On passera sur ce qu'ils appellent Ethic Edge. Ça va être sympa, mais là pour l'instant je vais vous montrer ça. Donc là on a le volet latéral, je vais vous le montrer un peu après parce que je vais essayer de quand même faire tous les paramètres, mais il y a le volet latéral, j'en parlerai dans un instant. Il y a également là le flux latéral, ça par contre je vais vous le montrer maintenant. Tous ces trucs là pareil, vous pouvez activer, désactiver, et on reviendra là-dedans dans un petit instant. Même d'ailleurs je pense à la fin de cette partie là, ce serait peut-être logique. Vous savez quoi, je vais faire la partie latérale à la fin des paramètres. Ici, vous avez le Game Launcher. Le Game Launcher, je vais vous faire une démo plus tard. En gros, c'est une interface qui va se lancer automatiquement quand vous lancez un jeu. Ça va détecter que c'est un jeu. Et vous allez avoir quelques options qui sont liées à ça. C'est cool. Opération à une main, vous pouvez le faire de différentes façons. Soit la possibilité de faire ça. Soit ça, c'est le clavier qui se déporte d'un côté. Alors, il y a une autre fonction qui est caché ailleurs, mais qui permet de faire à peu près la même chose, dont je vais parler un peu plus tard. Ah bah, c'est le geste d'affichage contextuel. D'ailleurs, il était activé. Alors moi, c'est un truc que j'ai toujours du mal à... Ah, je sais pourquoi. En gros, faire ça. Voilà, ça c'est le geste d'affichage contextuel. C'est ce qui permet de faire des petites fenêtres comme ça. Pour vos applications. Et vous pouvez faire... Vous pouvez faire ce genre de choses, c'est plutôt rigolo. Je crois que j'ai jamais utilisé ça au quotidien sur un terminal Samsung. En même temps, j'ai jamais eu d'appareil Samsung récent au quotidien. Donc voilà, ça c'est plutôt pas mal. On va retourner là-dedans parce que c'était ce que on avait commencé là-dedans. Lancement rapide de l'appareil photo en appuyant 2 fois sur la touche accueil. Et vous pouvez laisser activer, désactiver. On va laisser activer. Parce qu'au cas où vous l'avez fait par mégarde, la première fois, il va vous demander. Capture intelligente, pour... Bon, tout ça, on s'en fout. Smart Alert, c'est un truc quand vous avez en gros une notification en attente, quand vous levez votre smartphone de la table, il va vibrer pour vous dire « Hey, en fait, t'as des trucs à voir ». Et puis le Galaxy Lab, ça par contre, c'est nouveau. Ça va vous donner la possibilité, a priori, ils vont peut-être déployer d'autres fonctions, mais de tester certaines fonctions dans votre smartphone et ensuite de dire est-ce que vous trouvez ça utile ou non, c'est écrit là. Et ça, c'est pas mal. Le premier ici, c'est vous restez appuyé là-dessus. Et ça marche pas bien. Mais en gros, c'est vrai que ça marche pas bien. Il dit qu'en fait, il comprend pas direct, ça je comprends pas, mais par exemple, Lucienne. Voilà, ça marche pas. En fait, t'es censé pouvoir faire un appui prolongé là-dessus, donner un nom, et il appelle la personne, et en fait, ça marche jamais. Donc ça, hop, allez, tu dégages. Ensuite, ça, c'est une option qu'il nous propose de tester, c'est la possibilité tout simplement d'enlever le menu des applications. Donc là, je l'ai activé, il n'y a plus de menu des applications, toutes les applications sont sur les écrans d'accueil. À la manière de LG, Samsung, Huawei et beaucoup d'autres Chinois d'ailleurs. C'est quelque chose, préparez-vous, c'est quelque chose que dans les prochaines années, ça va être partout sur Android, j'en suis persuadé. Que vous aimiez ça ou pas d'ailleurs, vous pourrez installer des launchers a priori, mais là on vous propose de le tester et de dire si vous trouvez ça cool ou pas. Moi je l'ai pas activé parce que pour le bien de ce test, c'est quand même un truc qui est caché, donc je vais pas l'activer par défaut. Ensuite on a tout ce qui est fond d'écran. Il y avait effet de mouvement du fond d'écran, ça c'est un effet parallaxe. Voilà. Je sais pas si vous voyez. Sûrement pas trop. Mais c'est pas très intéressant. Mais tout est un peu... En fait, c'est encore une fois, tout peut être activé, désactivé. Ça, c'est pas mal. Enfin, tout ou presque. L'écran d'accueil, on peut gérer ça d'ici. Les thèmes, je vais vous montrer ça tout de suite. Vous pouvez activer des thèmes, en télécharger des nouveaux. Il y en a des payants, des gratuits. Et ce qui est bien, c'est quand même un thème. Ça personnalise pas que les icônes, le fond d'écran. Ça va un petit peu plus loin. Et je vais vous montrer ça avec ce thème qui s'appelle Shine Black, que j'ai installé. Je vais le désactiver bien sûr juste après. Donc ça ressemble à ça. Les icônes changent. Vous avez l'interface également ici qui change. Le multitâche, pas trop. Mais ça va être aussi valable par exemple dans l'interface voilà, l'interface ici de composition de numéros. Vous voyez, vous avez ça qui est changé également. Il y a un autre truc aussi qui est assez marrant avec ce thème là en particulier.
c'est que vous avez un Always On display qui est personnalisé. Donc là, vous voyez un petit motif, là, un petit dessin. Voilà, c'est tout. Hein. Y a quelques thèmes comme ça qui disent en fait quand il y a du Always On display, il y en a pas beaucoup. Hein. C'est le seul, je crois d'ailleurs. Mais voilà, ça c'est un système de thème qui est assez bien fait sur ce petit terminal. On va attendre que ça s'applique, c'est assez rapide. Et pour passer à la suite, j'ai déjà plus de voix, c'est absolument parfait. On va continuer là-dedans, du coup. Donc thème, écran d'accueil, écran verrouillage. Là-dedans, le truc le plus intéressant, ça va être le scanner d'empreinte digitale. Il y a le traçage du mobile, éventuellement, si vous mettez votre compte Samsung, etc., ça peut être cool. Alors, empreinte digitale. Voilà. Comment ça marche? C'est comme avant. Et en fait, d'ailleurs, il n'y a rien qu'à changer. Le scanner d'empreinte digitale marche bien. Je vous l'ai montré à plusieurs reprises. Vous mettez votre doigt dessus. Et ça déverrouille, il n'y a aucun problème. Maintenant, alors il y a un truc à savoir, c'est que vous ne pouvez pas juste laisser votre doigt dessus. Ça marche pas. Il faut appuyer sur la touche et laisser votre doigt. C'est à noter. Je ne sais plus comment c'était sur le S6, mais je crois que c'était la même chose. Ensuite, vous allez dans empreinte et vous pouvez en ajouter, en enlever avec un système qui est assez simple. J'ai déjà fait celle-là, donc je vais peut-être en mettre une autre. Ah bah, du coup, il trouve pas que c'est étrange. Ouais, bon, pas de problème, tout va bien. Donc voilà, vous appuyez là-dessus, comme ça. Allez, Coco, tu peux y arriver. Ça prend pas trop de temps. Et voilà, ça y est, j'ai une deuxième empreinte, je peux la renommer, etc. Alors, à quoi ça sert? Première chose, c'est déverrouiller par empreinte, vous l'avez vu. Ensuite, il y a deux autres choses. Éventuellement, la connexion web, ça peut être utile. Vérifier le compte Samsung, oui, ok, super, mais vous l'utilisez jamais quasiment votre compte Samsung, donc voilà. C'est tout ce qu'il y a. C'est-à-dire que ça fait 3 générations de smartphones Samsung où on a des capteurs d'empreinte digitale et on n'a toujours rien d'intéressant proposé par Samsung. Moi, je suis désolé, mais je trouve ça un peu ridicule. Alors, je suis pas en train de dire que les autres le font. Les autres le font pas spécialement. Mais je sais pas, moi je sais que chez Huawei, on a... c'est des trucs particuliers, mais là par exemple chez Huawei, je vais avoir un petit truc, je vais enlever mes notifications au cas où, voilà. Mais par exemple là j'ai le scanner empreinte digitale à l'arrière, je fais ça, je vais pouvoir rabaisser le panneau des notifications. C'est un détail, mais c'est où on peut aussi faire défiler sa galerie. C'est un mauvais exemple parce que là, comme il est en frontal, ça peut pas fonctionner. Mais c'est un exemple juste pour dire, ce scanner d'empreinte digitale chez Samsung, il est pas très utile. Il y a un truc qui est quand même bien que vous pouvez faire. Je vais vous montrer ça. On va devoir se déconnecter, voilà. Donc là, par exemple, je suis sur Twitter. Allez, Coco, tu y arrives, ouais. Je fais connecter. Là, il va dire, utilisez votre empreinte pour vérifier votre identité. Je mets mon doigt. Il met mes mots de passe, mes logins et il se connecte directement. Ça, c'est pas mal. Ça se configure, ça prend un peu de temps, mais c'est pas mal. Le seul truc, c'est que ça fonctionne pas avec Chrome. Ça fonctionne que avec le navigateur par défaut proposé par Samsung. Donc là, bon, c'est pas mal et à la fois pas très pratique. Donc c'est tout ce qu'il y a à dire sur le scanner d'empreinte digitale. Ça fonctionne bien, mais il n'y a rien de nouveau. Et j'aurais bien aimé trouver des nouveautés, je sais pas. J'ai pas d'exemple particulier à vous donner, mais j'aurais bien aimé. Mode simplifié, pour ça on va s'en foutre un petit peu. Confidentialité, qu'est-ce qu'on a ici? Non, ça va être tout. Accessibilité, vue. Alors, il y a un truc qui est ici quand même. Il y a plusieurs choses, mais ça, voilà. Ça, c'est le survol. C'est dans accessibilité, dextérité, alors que c'est pas forcément. Enfin, pour moi, c'est une fonction en plus que tout le monde peut utiliser. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir. Voilà, pour moi, c'est une fonction intéressante. Par exemple, vous voulez allumer votre écran si vous êtes en train de faire de la cuisine. Il n'y a plus tous les trucs où vous survolez. Par exemple, ça va défiler dans les pages. Il n'y a plus le truc où on survole avec le doigt. Ça, c'est des trucs qu'ils ont enlevés. Ils nous enlèvent des fonctions, mais c'est pas forcément un problème parce que c'était pas des options vraiment très utiles à mon sens. Accessible. Bon, on va continuer là-dedans. Batterie. Ouais, bon. Je crois qu'on a fait le tour honnêtement. Il y a un mode d'emploi si vous le souhaitez. Et à propos de l'appareil, vous pouvez voir éventuellement le numéro de la version si ça vous intéresse, c'est 6.0.1. Il n'y a pas de mise à jour en cours, je vais vous le prouver. Comme ça au moins vous voyez que le test est à jour, entre guillemets.
Et je pense qu'on a fait le tour dans les paramètres. C'était un tour un peu long des paramètres, mais c'est intéressant. Alors maintenant, on va passer à tout ce qui est Edge, et puis ensuite, on torchera la fin de ce... Enfin, on fera en ligne droite sur toutes les fonctionnalités qui restent. En gros, le côté Edge, ça marche comment? C'est comme ça que ça marche. C'est une petite étiquette qui est sur le côté, que je vais vous remontrer d'ailleurs au cas où. Voilà, qui est juste là, et que vous allez pouvoir ouvrir de n'importe où ou presque. Pas quand vous êtes en jeu, ça marche pas. Par contre, partout ailleurs, c'est possible. C'est un onglet que vous allez pouvoir personnaliser. Vous pouvez changer sa taille, vous pouvez changer sa position. C'est ce genre de truc. Ça, c'est plutôt pas mal. Voilà, vous pouvez régler où est-ce qu'il est, en hauteur et de côté. Vous pouvez changer sa taille éventuellement et sa transparence. Moi, je l'ai laissé comme ça. Voilà. Ensuite, vous avez quoi? Vous avez différents onglets avec les applications favorites. Vous pouvez personnaliser ça. Vous avez des tâches également. Alors là-dedans, vous pouvez mettre plein de trucs, genre prendre un selfie, rechercher un contact. Enfin voilà. Et ça peut être utile. Par exemple, vous mettez prendre un selfie et très rapidement, pas vous lancer l'APN en mode caméra frontale très très rapidement. Donc ça, c'est pas mal. Ensuite, vous avez vos contacts favoris qui ont chacun une couleur, et ça va vous permettre, comme sur le S6 Edge et S6 Edge Plus, quand le smartphone est retourné, vous aurez cette couleur qui va s'afficher sur le côté, ça vous permettra d'identifier rapidement qui c'est qui vous appelle. Ensuite, vous avez des outils rapides, donc là par exemple c'est une boussole, normalement il est censé avoir aussi une règle que j'ai pas trouvée, et là il y a par exemple les prochains rendez-vous, la météo. Et puis dans les paramètres, vous pouvez sélectionner dans quelle ordre elles sont, qu'est-ce qui est affiché, etc. Vous pouvez en télécharger d'autres. Vous pouvez même désactiver, si vous voulez, ce qu'ils appellent Ethic Edge. Donc c'est cette barre sur le côté, ça s'appelle Ethic Edge. C'est un nom complètement ridicule pour dire, c'est une étiquette de Edge. Enfin, c'est complètement con comme nom, pour être honnête. Mais bref, peu importe. Et là, vous pouvez télécharger des contenus spécifiques pour Edge, avec des panneaux ici, par exemple de stockage, enfin de data, de RAM data, j'arrive plus à parler, d'utilisation de la RAM, de la data, les tendances sur Twitter, vos amis sur LOL, ça c'est drôle, vous avez vos appels, ah c'est payant ça, super, c'est 1,37€ et vous pouvez savoir qui vous a appelé sur le panneau sur le côté. Parce que c'est vrai que ouvrir les notifications c'est très compliqué, mais c'est bon, bref, voilà. Donc ça c'est l'idée, c'est honnêtement, ce panneau latéral c'est cool, ça marche bien, c'est accessible de partout. Bon, c'est mieux sur ce terminal là que sur le S6 Edge pour une raison simple, c'est que vous avez des nouvelles fonctions. Par exemple déjà, il y a plein de trucs nouveaux qui sont occasionnés par le simple fait qu'en fait cette barre elle est plus grosse qu'avant. Vous avez peut-être remarqué, là elle fait je crois 220 pixels de large, un truc comme ça. Le seul truc à noter, c'est que sur le S6 Edge, vous aurez une mise à jour qui va arriver et qui offrira ces fonctionnalités-là. Donc voilà, ça c'est à prendre en compte. Si vous avez un S6 Edge aujourd'hui, vous n'aurez pas forcément besoin de prendre le S7 Edge pour obtenir ces fonctionnalités. Normalement, le S7 Edge Plus, c'est la même chose, ça n'aurait pas de sens que ce soit différent. Mais voilà. Donc ça, c'était pour Ethic Edge. Je regarde juste si... Enfin, Ethic Edge... Est-ce que j'ai oublié des trucs? Non, c'est à peu près tout. Hein. Donc voilà, c'est cette petite fonctionnalité-là. Et il y a un dernier truc, c'est ça. Frottez votre doigt sur le côté, vous aurez des notifications qui vont s'afficher. Éventuellement. Avec, par exemple, là, le nombre de pas. C'est tout. Mais si j'avais des notifs, en fait, elles s'afficheraient ici. Donc l'idée, c'est que, par exemple, voilà, vous avez de base votre écran comme ça. Vous n'avez pas besoin de l'allumer, vous frottez votre doigt sur le côté. Et vous pouvez savoir rapidement quelles sont vos notifications. Moi, je trouve ça pas mal. Donc voilà, ce sera à peu près tout. Je vais juste regarder d'ailleurs au passage le fait d'avoir installé un nouveau panneau. Comment ça se passe par exemple. Je l'ai là et il est là. Ouais. État de la RAM 2,3. Ouais, pourquoi pas. C'est pas inintéressant. C'est pas inintéressant. Voilà. Accessible directement là vu que c'est le dernier panneau qui a été ouvert. Donc ça c'est pour tout ce qui est Edge, je pense avoir fait vraiment le tour. Donc maintenant ce que je vais faire c'est que je vais passer dans Appli et je vais faire le tour des deux pages. Donc là vous avez un menu des applications avec rechercher, différents tris, modifier, très bien. Et vous avez des dossiers. Alors on va passer tout en revue. Mes fichiers c'est un explorateur, ça c'est l'enregistreur vocal dans lequel vous pouvez avoir plusieurs modes. Vous avez standard, vous avez un interview avec
qui savent utiliser le micro des deux côtés, ça va être assez optimisé pour une meilleure qualité. Après, on a un lecteur email, enfin un client email qui est propre, pas grand chose à dire, il est bien. Si vous n'avez pas envie d'utiliser celui-là, vous pouvez utiliser Gmail par défaut, vous pouvez en télécharger d'autres, je vais pas m'attarder là-dessus. Pour Internet, on va plutôt aller sur Chrome, même si, honnêtement, celui-là, il est pas mauvais hein, en soi, il est même plutôt bon, mais on va aller sur Test Mobile, on va voir. Il y a un truc quand même qu'ils ont implémenté depuis pas longtemps, je sais pas, j'ai l'impression qu'ils veulent juste aller à l'encontre des directives de Google. Par exemple, là, ils écrivent plus. Au lieu du menu, vous voyez les trois petits points là, avec menu. Donc, voilà, ce genre de délire, c'est un peu partout dans l'interface de Samsung ça. Ils ont dit non, Google, on fera pas comme tu veux. Là, il y a les différents onglets. On a un mode secret, apparemment, mode privé. C'est à peu près tout. Après, l'expérience sur le web, elle est excellente. Le seul truc, c'est les bordures sur les côtés qui, pour moi, gênent un petit peu. Mais bon, ça, j'en ai déjà parlé pendant au moins une dizaine de minutes, donc je vais pas revenir là-dessus. L'expérience est bonne, il n'y a rien à dire. Honnêtement, c'est un terminal haut de gamme, je vais pas m'attarder là-dessus. L'écran est bon, il est grand, les perfs sont bonnes, donc forcément, le surf sur le web, ça se passe bien. Voilà. Ensuite, vous avez S-Elf qui a été... je sais pas s'il y a eu des gros changements, pour être tout à fait honnête, mais vous avez le nombre de pas. J'en ai pas fait beaucoup aujourd'hui, apparemment 315, je sais même pas d'où il est sort. Les heures de sommeil que vous pouvez traquer, la course avec un outil directement intégré, la dernière fréquence cardiaque, vous pouvez mesurer avec l'arrière, je vais pas le faire parce que c'est... Ça bon, ça fait 3 générations de produits qu'on le voit, il y a un moment, faut arrêter quoi. Vous pouvez dire combien de verres d'eau vous avez bu, là je dis que j'en ai bu 7, c'est un mensonge. Vous pouvez dire ce que vous avez mangé, etc. Bon, ça vous permet de traquer les calories consommées, les calories que vous ingurgitez, le poids, votre poids, ouais, la caféine, là pareil, là je veux dire que j'ai bu 7 cafés, voilà, ce genre de truc, c'est pas mal. Maintenant, si vous en avez pas besoin, eh bien écoutez, vous n'avez qu'à ne pas l'utiliser, mais c'est quand même une belle proposition par Samsung de tracking d'activité et de tracking de santé par défaut. S-Voice, alors S-Voice, on va en parler un peu, c'est quand même... c'est pas mal, mais c'est loin d'être parfait. En fait, si vous voulez, bon, je crois que c'est Hello Galaxy, OK Galaxy, appelez Lucienne. Alors, le premier truc qui est bien, c'est que c'est une barre sur le côté. Et je suis encore en train de perdre ma voix. Mais bref, c'est une barre en bas qui est pas mal intégrée. Elle vous permet rapidement d'avoir quelques informations. On l'a vu, je pense, une dizaine de fois, donc je vais pas passer dessus. Le seul truc que j'ai remarqué, c'est que le réveil vocal, il avait quand même quelques soucis. Là, vous avez vu, c'est OK Galaxy. Ah, ça devrait marcher. Non, ça n'a pas marché. Je pense. C'est peut-être parce que je suis dans les paramètres, mais en gros, normalement, c'est censé marcher. En fait, ça marche trop bien. Enfin, ça marche pas bien et ça marche trop. C'est-à-dire que je l'avais activé et très très régulièrement, par exemple, je regarde une vidéo, il y a un mec qui parle et il dit même pas la phrase OK Galaxy ou Salut Galaxy ou autre chose. Il dit parfois n'importe quoi et pouf, ça va se mettre en marche. Genre, c'est incroyable. Ça m'est arrivé tellement de fois que j'ai dû le désactiver. Donc, je sais pas. Qu'est-ce que tu me fais, toi? Dégage. Je sais pas pourquoi il fait ça, mais en tout cas, voilà, sachez que S-Voice, c'est une solution vocale qui est intégrée, un assistant vocal, mais que le réveil vocal, il marche pas très très bien. Galaxy App, c'est la plateforme de Samsung dans laquelle vous allez trouver des applications, et notamment des applications spécifiques pour votre terminal. Par exemple, la Update est là. Qu'est-ce qu'ils ont d'autre? Des offres spéciales. Ils ont aussi toutes les applications pour le Edge. Toute la partie Edge, vous allez les trouver dans une zone particulière sur Galaxy App. Vous avez un dossier Google avec quelques applications Google préinstallées, enfin qui sont de toute façon dans Android de base, il n'y a rien à dire là-dessus. Alors, c'est là qu'on commence à s'amuser un peu. Donc, Samsung, comme à son habitude, vous préinstalle quelques applications et malheureusement, c'est des applications que vous n'allez pas pouvoir désinstaller. Donc, par exemple, Instagram et WhatsApp sont préinstallés. Je vais vous montrer un truc, par exemple, Toutou, c'est moi qui l'ai installé. Vous regardez en haut, là, vous pouvez la désinstaller. Bon, sur WhatsApp, ben non, vous pouvez juste la désactiver. Mais oui. Donc ça c'est à savoir, si vous n'en avez rien à carrer de Instagram et WhatsApp, et ben vous pouvez les désactiver mais pas les désinstaller.
Ensuite, vous avez les applications Microsoft qui sont préinstallées également. Ils ont un deal avec Microsoft, voilà, c'est un business model comme un autre. Cela étant dit, bon, c'est une suite qui n'est pas inintéressante. Le problème, c'est qu'il faut se loguer à son compte Microsoft et que moi, ça me saoule. Donc, je vais pas le faire. Et ensuite, vous avez accès à la possibilité de créer des points doc, etc. depuis votre smartphone. C'est pas mal. De toute façon, vous pouvez les installer à côté. Donc, il n'y a pas grand-chose à faire. Samsung Gear qui est préinstallé, on va pas regarder. Ça permet de gérer la montre Gear que j'ai pas. Facebook qui est préinstallé également, je crois. Ouais. Ça, c'est un peu pénible quand même. Twitter aussi. Non, Twitter, non. Twitter, c'est moi qui l'ai installé. Ouais, c'est moi qui... Alors ça, c'est drôle. Facebook est préinstallé, Twitter ne l'est pas. Donc voilà, je sais pas quoi en penser. C'est pas mon problème, c'est Twitter qui doit être saoulé. Donc voilà, ensuite, après, on peut passer un appel rapidement. Ça, je vais passer très très rapidement dans ces fonctions. Vous vous rappelez, ça fait depuis 1832 qu'on peut faire ce genre de choses. Voilà, vous défilez sur le côté pour envoyer un message ou passer un appel. Vous rentrez dans les contacts, vous avez une fiche vague qui... Il n'y a pas grand-chose, il y a les informations de base qui sont affichées dedans. Vous pouvez envoyer des messages, on va regarder directement les messages parce que... ça fait partie des trucs qu'on aurait dû voir même avant, mais vous avez votre conversation, enfin vos conversations qui s'affichent par contact, et ensuite vous rentrez, vous avez des bulles, vous pouvez afficher les médias, etc. Le clavier proposé par défaut est pas mal. Ouais, il est pas mal. Il fait des corrections, il propose des mots, vous le voyez ici. On peut glisser son doigt pour écrire des mots, comme doublement par exemple. Il y a une barre là-haut avec les chiffres. Honnêtement, le seul truc que je lui reproche, et c'est pas le clavier en tant que tel, c'est Edge, encore une fois, quand vous tapez des trucs sur les côtés, moi je trouve ça gênant. Voilà. Et ça, vous l'aurez avec n'importe quel clavier, à part si c'en est un avec des touches très serrées au milieu, mais ça n'a pas d'intérêt. Donc voilà, c'est juste à prendre en compte par rapport à ça. On va passer à l'appareil photo. On a une belle interface photo qu'on va voir dans un instant, enfin qu'on va voir tout de suite même. Pas besoin d'attendre. Alors, on reprend une base qu'on avait déjà, on reprend ce qu'on a d'ailleurs sur le S6, hein. Honnêtement, on peut cacher ce truc sur le côté. Et qu'est-ce qu'on a? On a quelques effets ici, le mode HDR, un retardateur ici qui s'appelle minuteur, flash également là. On peut changer la définition et le ratio au passage, et là on a des paramètres. Paramètres classiques, on peut changer la définition en capture vidéo, moi je l'ai mis en UHD, d'ailleurs les échantillons que je vous ai filés sont en UHD, par contre... le HDR, l'effet vidéo suivi AF, vous l'avez que dans certaines définitions. Non, ouais, seront indisponibles pour l'enregistrement avec machin. Donc ça à prendre en compte juste, voilà, regardez ça. Et il y a aussi autre chose, attendez. Voilà, sera indisponible en VGA, etc. La stabilisation, mais ça on s'en fout. C'est pour la stab. Photo avec mouvement, c'est la possibilité quand vous prenez un cliché d'avoir 3 secondes de vidéo avant, ça n'a aucun strict intérêt. Enfin, ok, ça peut avoir un intérêt éventuellement, mais moi je trouve que c'est sans intérêt. C'est la même chose que chez Apple, vous voyez, quand vous restez appuyé sur une photo et vous avez l'animation, sauf que là vous avez... Voilà, c'est sans appuyer parce que vous n'avez pas Force Touch. Suivi autofocus, ça c'est pas mal, ça va permettre de sélectionner un sujet, idéalement un sujet avec un visage, c'est plus simple. Et ensuite, le focus va se suivre. Voilà. C'est à peu près tout. Vous avez l'enregistrement en format RAW, brut, DNG, si vous êtes en mode pro, et je vais vous montrer ça dans un instant. Donc ensuite, par là, vous pouvez prendre une photo, vous pouvez filmer là, passer en mode caméra frontale ici, zoomer, dézoomer. Quand vous êtes en caméra frontale, j'ai pas montré, mais vous avez quelques modes là, qui sont assez violents. En fait, je vais me montrer du coup, rarement je le fais, mais... dans mes vidéos comme ça, mais en gros, je peux lisser ma peau, vous le verrez pas, je peux mettre en surbrillance certaines zones, je peux amincir mon visage parce que j'ai mangé trop de McDo, et ça va être tout, voilà, comme ça. Vous le voyez peut-être, désolé, c'est pas très intéressant, mais en gros, vous pouvez faire ça, mettre des gros yeux, bref. Ça, c'est vraiment des trucs classiques sur les appareils asiatiques. Enfin, là, c'est pas trop amplifié, mais c'est vrai que chez certains constructeurs, parfois on le voit encore plus, parce que c'est quelque chose qui plaît en Asie a priori. Et puis ensuite, on a différents modes. Donc là, on était en automatique, on a un mode pro avec réglage d'ISO, balance des blancs, tutti quanti, avec possibilité de sauvegarder les paramètres, ça c'est top. Et à côté de ça, c'est quand on est dans ce mode-là qu'on peut enregistrer en format brut, qui va être ici. Dans ce sens-là, ça marche mieux. Ensuite,
Mise au point sélective qui permet de simuler une profondeur de champ. Le panorama, c'est un panorama basique, sauf que là vous avez le petit mode panorama vidéo, je sais pas comment il est, motion panorama. Et ça sert à rien. En fait, honnêtement, ça sert à rien. C'est en gros, quand vous allez regarder votre panorama, vous avez aussi la possibilité d'activer le mode motion. Et en fait, ça va vous rebalancer la vidéo qui a été filmée en même temps que vous avez fait le panorama. Donc, parce que quand vous faites un panorama, vous bougez. Oula, j'arrive pas à parler. Vous bougez comme ça. Et du coup, en fait, il va filmer en même temps et vous balancer ça. Sincèrement, ça sert à rien de chez rien. Ça, c'est le collage vidéo. Ça vous permet de faire une vidéo de 6 secondes dans laquelle il y a 4 vidéos intégrées. Voilà, vous filmez. Enfin, bref. Ça, encore une fois, ça, c'est useless. Live stream vidéo, par contre, ça, c'est chambé. Ça va vous permettre de faire du live streaming sur YouTube en natif depuis votre smartphone. Avec affichage des commentaires, etc. Ça, c'est top, du chat. Et vous pouvez basculer de la caméra frontale à la caméra dorsale. Je l'ai testé, il y a un délai de 15 secondes, c'est pas beaucoup par rapport à du live streaming. Et la qualité est géniale, enfin est vraiment très bonne si vous avez une bonne connexion. Ou si vous avez envie de vous mettre à faire des lives sur YouTube, je sais pas, faites ce que vous voulez. Je vais pas vous juger, c'est pas moi qui vais vous juger là-dessus. Eh bien écoutez, ça marche super bien. Ça marche super bien. Et ça marche tellement bien que j'ai fermé l'APN. Un mode ralenti, je crois que c'est 120 fps ou 240. Là honnêtement je suis pas sûr, vous me corrigerez dans les commentaires, je suis sûr. Ça marche bien, je vous montrerai une petite vidéo plus tard. C'est bien foutu, il n'y a pas grand chose à dire. Photo virtuelle, ça permet de... ça sert à rien, voilà. C'est un truc qui permet de tourner autour d'un objet, on l'a depuis quelques années chez Samsung et c'est vraiment ridiculement inutile. Un mode aliment qui permet de vraiment faire une belle photo d'un plat ou un truc comme ça. J'ai pas testé avec un plat, mais voilà, hyperlapse, ça permet de créer des timelapses. Le reste, c'est des trucs que j'ai installés, des modes en plus, vous voyez à la petite icône téléchargée. Dual caméra, ça permet de avoir les deux en même temps. Sport, c'est pour optimiser avec des mouvements rapides. GIF animé, créer des GIFs, ça paraît simple. Et ambiance, ça permet de créer en fait une sphère, vous savez, c'est photosphère en fait. Voilà, ils donnent des noms à des nouveaux noms à des vieilles fonctions et ils essaient de nous les revendre. Ah, Samsung, c'est pas bien. La galerie, donc voilà, une galerie classique. Honnêtement, rien à dire. C'est la galerie de base. Enfin, pas de base d'Android, mais c'est la galerie telle qu'on la connaît chez Samy, qui est bien. Hein. Voilà, vous pouvez modifier, partager, etc. Vous avez des effets, etc. Bon, bref, je vais pas m'attarder là-dessus parce qu'on passe déjà beaucoup de temps sur ce test. L'horloge, horloge mondiale, chronomètre minuteur. L'interface est propre, mais rien à signaler de particulier. Le S-Planner, c'est le calendrier en fait. C'est d'ailleurs marrant, là j'aime faire une remarque, mais S-Planner, c'est quand ils avaient introduit genre S-Pen et toute la série de trucs en S quelque chose, comme Smart je crois, ou Samsung. Et en fait c'est le seul truc qui s'appelle S quelque chose, non? Maintenant. Non, il y a S-Elf et S-Voice, ouais, c'est vrai. Je sais pas, bref, peu importe. Donc le calendrier ici, ça marche bien. Synchronise avec ce que vous voulez, vous avez une belle interface, tout est propre, nickel. La calculatrice on s'en tape, le mémo c'est pas mal, ça permet de faire des listes, de mettre du texte, de mettre des visuels, comme par exemple une photo de vous, ça peut être utile, et c'est à peu près tout. Alors, il y a un truc qui est complètement drôle, et désolé là d'un seul coup il y a du soleil, et du coup c'est vachement lumineux, mais je pense que ça va passer, hein. On est en France, il fait pas beau, faut pas déconner. Donc, en fait il y a deux choses à savoir, enfin c'est une chose à savoir, mais ça concerne deux trucs. C'est que de base, vous n'avez pas d'application Samsung pour gérer vos vidéos et vos musiques. En toute franchise, j'en ai aucune... Je sais pas pourquoi. Et peut-être que ce sera pas dans le commerce, mais en tout cas, moi, j'ai pas eu ça. J'ai dû télécharger Vidéo qui est là, qui est une application qui permet de revoir rapidement vos vidéos. Ouais, c'est pas très intéressant, on va pas s'attarder. Et musique, j'ai dû la télécharger. Voilà. J'ignore pourquoi c'est comme ça. Pour moi, ça n'a strictement aucun sens. De base, c'est comme si vous disiez, en fait, utilise Play Music, quoi. Et là, pour le coup, c'est vraiment ridicule, donc je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, une fois que vous serez allé chercher musique sur le Play, sur le Google App, sur le Galaxy App, et je vais baisser un peu la luminosité.
Voilà. Comme c'est un test long, je me permets en fait de faire comme si c'était un live et de raconter ma life. Alors, donc là voilà, vous avez le lecteur musical que vous allez télécharger sur Galaxy App et ça marche bien, c'est propre. Je vais pas mettre de la musique parce que je vais avoir des problèmes de copyright. Mais vous avez un égaliseur qui est proposé ici, qui est propre. Alors, niveau qualité du haut-parleur, je vais pas le lancer là. Ouais, je peux le faire. Allez, faisons-le. Je vais mettre la musique de Samsung. Et il y a Samsung qui va me flaguer. Ouais, c'est même carrément possible, donc je vais pas le faire. On va plutôt mettre quelque chose de moins intéressant. Alors le haut-parleur est juste en dessous, il n'y en a qu'un, juste là, vous le voyez pas parce qu'il y a trop de lumière là. Et en gros, le haut-parleur est pas mauvais. Le volume est bon, pas excellent mais bon. Et la qualité du son est également bonne. Et là pour le coup c'est vraiment bien, ça sature pas, on entend les percussions, c'est vraiment propre. Et c'est pas un excellent... C'est un très bon haut-parleur. C'est pas excellent, par exemple, pour moi, il pourrait éventuellement manquer du volume pour dire qu'il est excellent. Mais en l'occurrence, c'est quand même top. C'est vraiment top. Donc voilà, ça c'était pour le lecteur musical. Et vous avez un égaliseur que je vous ai montré très très brièvement. C'est pas très intéressant. Je continue là-dedans. Je vais regarder ma liste. Il y a le Game Launcher, bien entendu, qu'on va voir dans un petit instant. Mais d'abord, je vais baisser la lumière, du moins un peu. Et je regarde ma liste. C'est à peu près tout. Ouais. Donc le Game Launcher, qu'est-ce que c'est? Donc vous avez une application qui vous permet de lancer vos jeux. Vous n'êtes pas obligé de l'utiliser. Vous pouvez passer directement dans le jeu. Regarde, je vais vous montrer ça. Si je lance Asphalt, Asphalt on en a marre. Vous m'avez tous dit, ouais Axel, on en a marre d'Asphalt. Ok, on va lancer autre chose. Ne vous énervez pas. Donc on va lancer ça. Badland qui est top. Et donc quand on lance le jeu, eh bien on a d'un seul coup le soleil qui se lève à nouveau, hein, comme vous pouvez le voir. Et en plus de ça, on a une petite interface ici qui se présente et qui vous permet d'enlever les alertes. Vous allez pouvoir désactiver les touches en bas ici. D'ailleurs, c'est exactement ça. Voilà. Vous allez pouvoir réduire la fenêtre du jeu pour pouvoir y accéder à nouveau rapidement. Vous pouvez lancer une capture d'écran et enregistrer de la vidéo. Et ça, c'est top. Et dans les paramètres, ici, vous cliquez vous appuyez sur enregistrer. Et là, vous pouvez changer la définition. Donc, ça enregistre en Full HD avec un débit que vous pouvez ajuster vous-même. Soit le mettre en automatique, soit le changer ici. Vous pouvez enregistrer soit le son du jeu, soit le microphone, pas les deux, ce qui est un peu dommage. L'appareil photo avant éventuellement, et je vais vous montrer quand même à quoi ça ressemble. J'ai publié une vidéo sur YouTube où je montre exactement ce qui est possible de faire avec ça. Voilà, faut activer le jeu. Et là, vous voyez en bas, là, c'est ma tête. Hein. Là, je sais pas si vous voyez, là, il y a ma petite tête ici. Voilà, dans la petite bulle. Et là, c'est en train d'enregistrer. En fait, je rappuie là, et ça va mettre le truc dans la galerie. La qualité est bonne, honnêtement, il n'y a pas grand chose à dire. Le seul truc, c'est dommage de ne pas pouvoir mixer le micro et le son du jeu. Le problème, c'est que si le son du jeu vient du haut-parleur, forcément, il va être attrapé par le micro. Donc, à mon avis, c'est ça la problématique. Que dire de plus? C'est pas mal. Dans la plupart des jeux, ça fonctionne bien. Il y a des jeux dans lesquels ça va un petit peu influencer les performances. Voilà. Mais si vous êtes chaud pour faire voilà, des petites vidéos de gameplay sur votre mobile, bah franchement, c'est vraiment un outil qui est topissime. Et voilà, ça, on va s'arrêter là, je pense. Et donc, que dire de plus? Donc ça, c'était pour le Game Launcher. Et je vais augmenter la luminosité à nouveau parce que le soleil, maintenant, il boude. On va passer notre temps à faire ça, c'est génial. Que dire de plus sur le Game Launcher? Là, on peut régler pas d'alerte pendant le jeu et désactiver complètement ce qu'ils appellent les Game Tools. C'est les outils que vous avez vus juste à l'instant. Il y a des vidéos sur YouTube recommandées basées sur les jeux que vous avez installés. Je ne sais pas pourquoi. Et les meilleurs titres, ça va être les meilleurs jeux sur soit le Play Store, soit Galaxy Apps. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr pour être honnête là-dessus. Ok. Je pense qu'on a fait le tour au niveau des fonctions.
Si j'ai loupé un truc, c'est possible, mais honnêtement, je pense pas. Si vous avez vu que j'ai manqué un truc, n'hésitez vraiment pas à laisser un commentaire pour préciser, ah, Axel, t'as oublié tel ou tel truc, c'est super important. Voilà, ça c'était pour les fonctionnalités pour ce terminal. Alors, moi il y a deux choses que je voudrais dire. D'un, l'interface, elle est pas mal, elle est propre, il y a pas de souci, ça marche bien, c'est du material design bien pensé. Ça c'est la première chose. Et deuxième chose, ce que j'aime bien aussi avec Samsung, c'est ce dont je parlais tout au début, mais c'est que vous avez beaucoup de fonctions, mais toutes ces fonctions, ou presque, peuvent être éventuellement désactivées. Ça va pas rendre TouchWiz plus léger, mais si c'est des fonctions qui vous bottent pas, si l'étiquette, vous en avez rien à carrer, dans ce cas-là, prenez pas le S7 Edge, hein, juste pour info, hein, ça sert à rien de dépenser 100 € juste pour avoir un écran qui est moins confortable. Voilà, mais vous pouvez désactiver si vous avez besoin, si vous avez surtout envie. Parlons maintenant des performances. Ça va aller vite, c'est un S7, c'est du haut de gamme, ça coûte 800 €, et c'est de chez Samsung, et Samsung s'en sort bien, généralement niveau perf, et je vais essayer de faire bref, parce que je sais que c'est pas forcément toujours la partie la plus intéressante, mais dans les benches, on a des scores assez violents. Donc, par exemple, sur un Antutu V6, on est à 127 000. Sur un... ça va être quoi d'autre? J'ai testé Geekbench et j'ai testé... je vais vous donner les scores là, je les ai notés et puis comme ça ce sera fait. Geekbench, on est à 6400 et 6400 c'est propre. Là vous n'avez pas la liste des trucs, mais si, vous le verrez, regardez le test écrit sur testmobile.fr, il y a tous les détails. Et sur 3D Mark, on est à 2208 sur le premier test de la liste. Et pareil, là, on est dans le haut de la liste, même en concurrence avec certaines tablettes. Donc là, on a vraiment affaire à un smartphone qui cartonne niveau perf, dans 3 benches différents. Et dans l'interface, j'ai eu strictement aucun problème. Le web tourne bien, les jeux tournent bien. Voilà. Il n'y a rien à dire. Et heureusement, d'ailleurs, pour 800 €, ça aurait été une honte d'avoir de mauvaises perfs. Alors, petit truc à noter. On va parler de la chauffe. Pendant la conférence, Samsung a annoncé qu'il y avait un système de refroidissement dans son smartphone. Donc, c'est pas un système de refroidissement qu'on appelle un système de refroidissement liquide. C'est pas la même chose. Attention, parce que je pense qu'il y a des gens qui doivent se dire, oh, smartphone avec refroidissement liquide, c'est incroyable. Alors, comment ça s'appelle? Sans rentrer dans la technique parce que je la connais pas forcément, ça s'appelle un caloduc. Caloduc, c'est un petit tube en cuivre qui est juste derrière, qui est je crois de ce côté-là ou de l'autre, je sais pas. Dans lequel il y a un tout petit peu de liquide, et c'est un liquide un peu particulier qui va, selon la température, se gazéifier et repasser à l'état liquide. Et en fonction des besoins, il va être là pour plus ou moins refroidir le terminal. Je ne sais pas à quel point ce système de caloduc influence les températures de cet appareil. Cela étant dit, peut-être que vous aurez d'ailleurs pas la même expérience si vous n'êtes pas en Exynos, mais là par exemple, je l'utilise de manière vraiment poussée depuis une heure et demie, et l'appareil chauffe pas tant que ça. On est sur de la batterie à plus de 31 à peu près. Et c'est pas grand chose, et ça se sent quasiment pas. Le terminal est légèrement tiède, mais pas beaucoup plus. J'ai testé vraiment en le poussant avec du benchmark, avec des trucs un peu plus lourds, et on va pas dépasser les 32. Voilà. Peut-être, par contre, en recharge sans fil, j'ai pas testé, mais peut-être que vous montrez, ça ira plus haut. Ça, c'est a priori sûr. Ça chauffe souvent la recharge sans fil. Mais bon, ça, c'est à confirmer. Mais voilà. Donc ça, c'est bien. Niveau chauffe, on est vraiment bien sur cet appareil, ce qui est plutôt sympathique pour un terminal verre aluminium. Parfois, ça peut être un peu flippant. Alors, d'ailleurs, on était dans cette application, on va y retourner. Niveau autonomie. Moi, j'ai fait deux choses, c'est-à-dire que je l'ai utilisé un peu au quotidien, je vais pouvoir vous en parler, et surtout, j'ai fait mon test classique d'autonomie. Alors, première chose, moi, ce que j'ai constaté, c'est que niveau autonomie, avec cette batterie de 3600 mAh, le S7 Edge offre une grosse journée sans souci. C'est-à-dire que, honnêtement, si vous terminez la journée avec le S7 Edge à 0%, c'est que vraiment vous l'avez saigné, ou qu'il y a un processus derrière qui fait un peu de zèle, quoi. Donc normalement il n'y a pas de problème. 2 jours c'est possible. Après tout dépend de votre utilisation. Pour moi c'était pas possible parce qu'avec la nuit, ensuite le lendemain je l'utilise et en pleine journée d'un seul coup il n'y a plus rien. Ça sert à rien, je préfère le recharger toutes les nuits. Mais vous aurez votre grosse journée et ça c'est quand même cool. Sur le test d'autonomie, je vous invite à regarder la courbe classique d'autonomie qui est sur testmobile.fr. Mais je finis à 67% et c'est bien. C'est vraiment bien, c'est mieux qu'un Mate 8 à 4000 mAh.
c'est mieux que le S6 l'année dernière, enfin qu'on a testé, voilà, c'est ce genre de truc. C'est très très bien, niveau autonomie, on n'est pas impressionnant, mais on est vraiment vraiment bien. D'ailleurs, on a que, si je me trompe pas, c'était 14% qui ont été dépensés lors de 1 heure de jeu en 3D. Et ça, c'est assez rare d'avoir moins de 20%. Ça arrive, hein, mais c'est assez rare. Donc c'est plutôt bien. Niveau autonomie, Samsung s'est pas trop moqué de nous, et on a quand même quelque chose de cool. On va finir sur tout ce qui est qualité photo et vidéo, et enfin passer à la conclusion. Et hop, on va aller là. Je sais pas ce que je suis en train de faire, je suis en train de tout casser pour changer. Voilà. Donc on va passer dans l'appareil photo du coup, et je vais activer ce mode de rotation automatique qui va nous permettre tout simplement d'avoir les photos en grand. Et bien sûr, comme d'habitude, tous ces clichés ils sont sur testmobile.fr en bonne avec capacité pour vous de les regarder en plus grand que ça, quoi. Bon, première chose à noter, niveau capture photo, on a un nouveau système d'autofocus. Je peux pas vous expliquer techniquement comment ça marche, mais sincèrement, c'est impressionnant. Ça a l'air d'être la tendance d'ailleurs, LG aussi l'a annoncé, mais c'est vraiment incroyable. C'est-à-dire que de jour, le focus va se faire quasiment instantanément. Vous allez mettre des différents sujets à différents plans, et vous bougez votre caméra, et sincèrement, c'est direct. Ça, c'est top, et c'est aussi valable en vidéo. Je vous inviterai à regarder l'échantillon, je vous le montrerai rapidement tout à l'heure. Donc ça, c'est cool. Par contre, il n'y a même pas de par contre, on va continuer du coup, mais... ah oui, et autre chose aussi, c'est le HDR. Vous avez le rendu qui s'affiche en direct à l'écran. Généralement, c'est pas comme ça. Ça, c'est des détails, mais c'est vraiment sympa. Donc voilà, de jour, on a de très très bonnes couleurs. Là, par exemple, là c'est le mode sans HDR, là c'est le mode HDR, et honnêtement, c'est nickel, quoi. Nickel, le ciel est super beau. Donc voilà. Qu'est-ce que j'étais en train de faire? Ouais, les couleurs sont bonnes de jour, il y a rien à dire là-dessus. On a un focus qui est nickel. Il y a du détail, et ça c'est bien. On zoome un peu, on continue à voir les détails, des branches d'arbres, etc. Si vous voyez, par exemple là sur ces clichés là, on est très très bien. Donc ça c'est top. Par contre, quand on perd en luminosité, alors ouais, le zoom sinon est pas dégueu, mais c'est pas incroyable non plus. Quand on perd un peu en luminosité, on va... ça va être quoi? Ouais, ça va être ça. Je vous mettrai des bonnes photos sur Test Mobile, vous inquiétez pas. Mais on va avoir un focus qui est plus difficile, mais qui généralement s'en sort bien. Et quand je dis le focus marche bien, attention, c'est sans toucher l'écran. Hein. C'est naturellement, automatiquement. Après, si vous touchez l'écran, ça va l'aider, il va faire le focus. Et l'exposition, c'est la même chose, l'exposition automatique se fait très très bien. Mais si vous avez envie de l'aider, vous mettez votre doigt à l'écran, et vous pouvez ajuster aussi l'exposition au doigt. Je ne l'ai pas montré dans l'interface, mais je le mentionne là. Donc ça, c'est pas mal. Et puis l'image est quand même un peu plus bruitée, mais les couleurs sont justes, et donc de nuit, je trouve qu'il s'en sort pas mal. C'est pas incroyable, mais c'est quand même vraiment plutôt bien. Donc ça, c'est pour la partie photo. Partie photo, on est bien, on a un terminal qui gère pas mal du tout. Côté vidéo, là c'est enregistré en UHD, vous avez aussi un mode Full HD 60 fps, ça vous intéresse. La stabilisation marche bien, de jour l'autofocus se fait super rapidement, les couleurs sont justes également, les blancs sont bien, les noirs également, le son est très très propre, les voix sont nickel, franchement, il n'y a pas grand chose à leur reprocher de jour. Je vais vous montrer un petit passage aussi. Alors attendez, on va avancer un peu, mais je vais vous montrer le focus, à quel point en fait il est efficace. Regardez par exemple, paf, voilà, hop, focus et exposition, hein. C'est les deux en même temps, et c'est franchement, c'est bluffant. C'est bluffant. Je pense pas que ce soit le seul appareil à proposer ce genre d'expérience aujourd'hui sur le marché. Mais ça, c'est la Stab, c'est pour vous montrer la Stab. Ce truc-là, je vous le mettrai sur YouTube. Et c'est top. Franchement, c'est top. 2 jours, honnêtement, la qualité est vraiment très très bonne. Moi, je me vois bien filmer des... Enfin, je me vois potentiellement filmer des tests avec ça, sincèrement. Pas d'1 heure, mais ouais. Donc, ça me fait... ça fait plaisir de voir ça. Je sais que Samsung s'en sort bien généralement quand même au niveau de la qualité vidéo de jour. Alors bon... c'est pas tout n'est pas vert, bleu, vert. Tout n'est pas tout blanc. Alors je sais pas, peu importe. Mais parce que par exemple, si je mets, alors bon là c'est une vidéo qui est moins intéressante, mais c'est parce que c'était
pour vous montrer, mais là j'étais de nuit. Plutôt de nuit. Je vous mettrai pas ça sur test mobile par contre, parce que c'est vraiment un échantillon tout moche. En plus c'est flou là, je suis désolé. Donc là c'est en intérieur de nuit, enfin à très très mauvaise condition de lumière, il y avait quasiment rien. Et il y a un voile bruité partout, qui se voit pas là parce que c'est en petit, mais sur écran ça se voit. Et c'est sincèrement c'est c'est dégueulasse. Je sais pas quoi en penser, les couleurs sont bonnes et tout, il n'y a pas de problème, mais c'est juste que vous avez un voile bruité qui est vraiment crade, qui est affiché à l'écran. Donc ça c'est à prendre en compte. De nuit, vous n'aurez pas la meilleure des expériences, par contre de jour, bah, honnêtement c'est une tuerie, faut le dire. Ok, si on en finissait avec ce S7 Edge, ah, ça fait longtemps que j'ai pas fait un test aussi long, j'ai plus de voix, je perds les pédales. Alors, globalement c'est un produit, pour être honnête, qui m'a pas mal séduit. Et qui augure pour moi pas mal de choses bonnes pour le S7 tout court, que je teste dans pas longtemps, vous inquiétez pas, il arrivera après. Et pour être honnête, la plupart des éléments que je mentionne ici sont valables pour le S7. Donc si vous voulez acheter votre S7 tout de suite sans avoir la vidéo du S7, vous enlevez le côté Edge et la taille d'écran 5.5 et c'est réglé, hein, vous l'avez votre S7. Donc ça va être rapide, mais bref, c'est un produit qui m'a quand même pas mal séduit. Avec un premier point positif, son design, sincèrement il est beau, il est réussi, il n'y a rien à dire, c'est propre, Samsung a fait du bon taf, il est même meilleur que la précédente édition. L'écran, c'est un bel écran, on en a parlé au début. Le seul problème, et ça on reviendra après, c'est le côté Edge, voilà. La certification IP68, alors je la mets parce que oui, on nous l'a rendu parce qu'on nous l'avait enlevé, mais c'était IP67 avant, c'est une petite amélioration, et en plus c'est quelque chose qu'on n'a pas sur tous les terminaux sur le marché aujourd'hui. Donc je le mets dans les points positifs, c'est agréable de pouvoir se dire que votre smartphone peut tomber dans l'eau et ne pas être mort tout simplement. Donc ça c'est plutôt cool. Au niveau des fonctions, on a une belle interface, vous l'avez vu tout au long de ce test, qui fonctionne bien, qui est réactive, etc., qui en plus propose beaucoup de fonctions que vous pouvez désactiver, activer en fonction de vos envies. L'autonomie est bonne, les performances sont excellentes. Niveau photo, de jour comme de nuit, c'est bien. De jour, c'est très très bien. Et la vidéo de jour, c'est excellent. Et après, vous savez. Et ensuite, j'ai mis entre parenthèses dans ma liste micro SD parce que bah on nous l'a enlevé, on nous le rend. Bon, voilà, on va pas jeter des fleurs à Samsung, mais cela étant dit, ça reste quand même un truc en plus qu'on apprécie. Bon, au niveau des points négatifs, moi j'ai mis quand même le rendu de l'écran au niveau de la surface Edge. C'est quelque chose que j'apprécie pas du tout, que vous, peut-être ça vous dérangera pas, mais je préfère le mentionner. Je mets pas spécialement l'aspect Edge dans les autres points négatifs, mais c'est vrai que l'ergonomie, je trouve, est également moins bonne en raison de ça. Et j'ai pris en main le S7 et je peux vous dire que c'est plus confortable de l'utiliser. À vous de voir ce que vous faites de ce que je vous dis, bien entendu. Trop d'applications préinstallées que vous pouvez en plus pas désinstaller. Samsung, je sais qu'il faut gagner de l'argent en faisant des deals à droite à gauche, mais s'il vous plaît, faites en sorte qu'on puisse les désinstaller, s'il vous plaît. Parce que concrètement, ça prend de la place pour rien, c'est juste ça le problème. Voilà. Et dernier truc, vidéo de nuit, c'est pas excellent, c'est loin d'être très mauvais, mais c'est pas excellent. Et comme faut chipoter un peu parce qu'il n'y a pas beaucoup de points négatifs, je le mentionne. J'ai vu aussi des tests où on mentionne le prix dans les points négatifs, je suis assez d'accord, effectivement. 800 €, c'est extrêmement cher. Maintenant, est-ce qu'il les vaut? Eh bien, écoutez, j'aurais tendance, comme pour l'année dernière, à vous conseiller plutôt éventuellement un S7, puisque il est dans un format peut-être plus compact, il n'a pas le côté Edge qui apporte pas grand-chose, mais si tout au long de ce test vous êtes dit ah ouais, le Ethic Edge c'est vraiment cool, les trucs sur les côtés là, machin, bref, Ethic Edge t'es où Coco, voilà. Ethic Edge c'est cool, il y a plein d'autres fonctions que j'ai trouvé vraiment sympathiques sur ce terminal occasionné par le Edge, et attention, l'écran de 5.5 pouces, il y a quand même plus d'espace que sur un écran de 5.1. Bien écoutez, partez sur cet appareil, mettez 100 € de plus, hein, pour info, le S7 il coûte 699 € tout simplement. Donc voilà, c'est pourquoi pas. Dans tous les cas, moi comme je disais, c'est un appareil qui m'a vraiment séduit et que je conseille largement. Il est excellent sur beaucoup de points. Et là, j'ai pas grand chose à lui reprocher comme vous avez vu. Donc voilà, ça va être tout hein, pour mon long test du S7 Edge.
Si vous êtes arrivé à la fin, j'allais dire oui, il y a une version courte qui arrive. Si vous êtes arrivé à la fin, a priori, vous n'avez pas besoin de regarder la version courte. Par contre, ce que vous avez besoin de faire, c'est si vous n'avez pas liké cette vidéo jusqu'alors, je vous conseille de le faire, mais vous n'êtes bien sûr pas obligé. Je plaisante. J'espère que ce test vous aura aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous voulez l'acheter, j'ai mis un lien dans la description juste ici. Ça peut nous aider éventuellement. N'hésitez pas à partager éventuellement la vidéo également. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée ou une bonne soirée éventuellement. Et puis je vous dis à bientôt. Allez, salut!